2 jours de réflexion et d'échange autour de la formation professionnelle. Mesdames et messieurs, la première édition du Forum international des métiers et des compétences a refermé ses portes au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan en présence de plusieurs participants. Quoi de plus normal de parler de synthèse au cours de cet entretien? Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons Monsieur Alban Aouré. Il est le président du comité scientifique. Merci, professeur, d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors, 2 jours, c'est un pari réussi. Oui. Vous l'avez fait. Qu'est-ce qu'on retient de façon grandiose? Quels sont les moments forts qui ont marqué la première édition du FIMEC à Abidjan? Alors, merci de nous inviter sur votre plateau pour parler de ce forum tellement important et pertinent. Lorsqu'on écoute les différents participants, du point de vue organisationnel, déjà, il faut remarquer la présence de plusieurs types d'acteurs. Secteur public, secteur privé, société civile, partenaires techniques et financiers et les jeunes en formation eux-mêmes concernés par la thématique de la formation professionnelle, de l'employabilité, de l'insertion professionnelle. Et ils étaient plus d'1 millier sur les 2 jours. Ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, nous avons eu droit à des réflexions stratégiques de très haut niveau. D'accord. On a eu une conférence inaugurale par le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, un débat à la suite de cette conférence inaugurale avec plusieurs acteurs et nous avons eu droit à 5 panels et 3 masterclass. Donc, 2 journées très pleines et les thématiques très diverses qui nous ont permis de réfléchir notamment sur l'adéquation formation-emploi, sur les financements innovants, sur l'industrie 4.0, sur l'insertion professionnelle des jeunes et les masterclass notamment sur les soft skills, par exemple, sur l'intelligence artificielle, sur la démarche qualité. Donc voilà des éléments qui ont meublé ces 2 jours d'analyse et il faut dire que ça a été très riche en expériences partagées, en connaissances partagées, en, je dirais, développement d'idées et en recommandations surtout. Alors, ça, c'est important. vous avez supervisé les échanges scientifiques du forum. Quelles solutions majeures ont émergé pour renforcer l'employabilité des jeunes? Alors, les solutions, on peut les mettre sous divers ordres. Lorsque nous parlons de l'adéquation emploi-formation, d'abord, le diagnostic qui est fait. Le diagnostic, les défis identifiés portent notamment sur la question des curricula. Est-ce que les curricula actuels sont en conformité avec les besoins du marché? Ça, c'est une problématique importante. Est-ce que nous avons les financements suffisants pour aller vers des réformes adéquates et apporter, et je dirais, à forte portée? Donc, voilà un autre défi. Comment nous prenons en compte l'intelligence artificielle et les questions d'industrie 4.0? Alors, lorsqu'on écoute les différents défis où les acteurs s'exprimer, les recommandations qui émergent, donc les solutions pertinentes qui émergent, c'est que dans tous les cas, il faut réformer les curricula en prenant en compte le rôle important du secteur privé. D'accord. C'est le secteur privé qui connaît ses besoins et qui les exprime. Alors, il faut pouvoir identifier ces besoins ensemble avec le secteur privé. Il faut d'abord faire des analyses des besoins, avoir une veille sur les besoins en compétences et les besoins à venir et mettre en place les stratégies idoines en partenariat avec le secteur privé. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Un autre élément important, c'est la sensibilisation des parents et des jeunes sur l'importance de la formation professionnelle et la formation technique, l'enseignement technique. Parce qu'il est clair que nous avons seulement 5-6% des jeunes inscrits dans les systèmes de formation technique et professionnelle, mais il faut inverser la tendance. Et donc, des décisions ont été prises pour dire que au niveau du gouvernement, il y a des établissements qui sont en construction, il y a toute une politique en cours au niveau du ministère et autres, de manière à inverser cette tendance. Ça, c'est extrêmement important. Sur les financements innovants, il a été dit qu'on ne peut plus continuer avec le seul financement du secteur public. Même les partenaires techniques et financiers auprès du secteur public, c'est déjà très bon, mais c'est insuffisant. Alors, les nouveaux mécanismes ou les mécanismes innovants invitent le secteur privé à cofinancer la formation. Et ça aussi, c'est nécessaire et même à prendre une part active dans le renforcement des compétences en interne qu'en externe. C'est donc une situation qui nécessite convenablement
une très bonne collaboration entre l'État, le secteur privé et, Oui. et toutes les Et entreprises. tout à fait, il a été dit clairement qu'il faut renforcer le dialogue entre le secteur public et le secteur privé. Le dialogue sur les compétences, le dialogue sur la formation professionnelle, le dialogue sur l'insertion professionnelle des jeunes. Donc, c'est clair que ce dialogue-là, il faut le renforcer. Voilà. Et sans oublier tout ce qui a été dit sur l'intelligence artificielle, l'industrie 4.0, c'est incontournable. C'est incontournable. C'est incontournable, mais avec cet essor de l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'il faut adapter les formations pour préparer au mieux oui. tous les jeunes aux emplois, aux métiers de l'avenir? Alors, ce qui est clair pour tout le monde, l'intelligence artificielle va créer des destructions d'emplois. Donc, il faut anticiper là-dessus, mais en même temps, Anticiper comment? mais en même temps, savoir qu'il y a des opportunités et s'orienter dans la formation, tant au niveau des individus, s'orienter dans la formation vers les métiers liés à l'intelligence artificielle. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous prenez en compte dans la formation ou encore dans l'apprentissage des jeunes? Oui, c'est ce qui a été dit, qu'aujourd'hui, il faut pas attendre que l'intelligence artificielle s'insère seulement dans certains corps d'apprentissage ou à certains niveaux d'apprentissage. Il faut déjà, de façon transversale, penser à prendre en compte l'intelligence artificielle dans les cursus de formation. Dans le cursus de formation et déjà donner le signal que quel que soit son métier, on a vu des cas, des exemples où même dans l'agriculture, il y a l'intelligence artificielle est là. Dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les services, à tous les niveaux. Même dans la gestion de sa famille, dans la gestion du quotidien. À tous les niveaux, par exemple, doivent être actualisées. À tous les niveaux. Donc, il est important de s'y mettre, mais de s'y mettre de façon, je dirais, rationnelle, de s'y mettre en prenant en compte également les dangers de l'intelligence artificielle. Donc, il faut certainement anticiper là-dessus pour voir quel type de stratégie on met en place, quel type de réglementation, de législation qu'on met en place pour pouvoir, ne serait-ce que renforcer les capacités de nos institutions à insérer l'intelligence artificielle, en bien sûr garantissant les sociétés contre tout ce qui pourrait être les effets pervers de cet outil. Alors, Monsieur le Président du comité scientifique du FIMEC, les défis environnementaux et socio-économiques ont également été abordés à l'occasion de cette première édition. Quel rôle la formation professionnelle peut-elle jouer dans la transition écologique et l'économie durable? Oui, mais la formation professionnelle, c'est une formation donnée dans tous les, je dirais, dans tous les cursus, dans toutes les filières. Et en économie durable, nous avons l'économie verte, l'économie bleue, tout ce qu'on appelle l'économie circulaire, par exemple. Donc, tous les métiers liés à cela, aujourd'hui, font appel à des bases de données, font appel à l'analyse de données, font appel à des compétences. Et avec l'intelligence artificielle, avec, bien sûr, l'industrie 4.0, par exemple, l'intelligence artificielle, on peut aller plus vite. On peut apprendre plus vite. On peut renforcer en compétences sur des domaines. Donc, ce n'est pas dissociable, c'est plutôt même des éléments complémentaires. Comment on utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle pour renforcer les personnes qui s'intéressent au développement durable. Vous voyez. Et le développement durable dont on parle, c'est à tous les niveaux également. Les villes durables, la gestion des déchets, la question du transport et même les types de consommation que nous avons. Ça passe par la formation professionnelle. Et nous avons dans la formation professionnelle. Et il faut développer les compétences des gens. Il faut qu'on ait des gens créatifs. Parce que les métiers de demain, ça a été dit que les 80% des métiers de 2030 ne sont même pas encore connus. Vous voyez, ils ne sont pas encore connus. Ça veut dire que les métiers changent. Nous avons des besoins en compétences particulières. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis, il faut anticiper. Il faut saisir les opportunités, regarder l'évolution des marchés et que les familles aussi comprennent qu'on ne peut plus trop diriger les enfants vers des formations trop classiques, trop générales, parce que la réalité, de bureau, la bureaucratie, les bureaux, mais la réalité, c'est que dans les métiers, je dirais, techniques, dans les métiers professionnels, il y a plus de ressources, il y a plus de gains, il y a plus de revenus. Et ça a été dit. Et les pays émergents aujourd'hui ont mis l'accent davantage sur la formation professionnelle. En effet. Donc, nous sommes obligés, nous sommes contraints d'y aller. Un livre blanc a été produit à l'issue de ce forum. Est-ce qu'on peut revenir sur les grandes lignes qui ont été abordées? Alors, le livre blanc, bien sûr, aborde la question des contraintes liées à la formation professionnelle ou les défis majeurs. Donc, une analyse SWOT, donc, qui fait les forces, faiblesses, menaces, opportunités. Ça a été fait. Le livre blanc
met l'accent sur l'importance du capital humain et de la formation professionnelle dans le développement des nations. Okay. Et ça, c'est établi même avec des prix Nobel d'économie. C'est établi les cas du Rwanda et de l'Éthiopie, par exemple, comment la formation professionnelle a révolutionné la productivité du travail dans ces deux pays, par exemple. Donc ça, c'est aussi, c'est clair pour nous. Le livre blanc en parle. Et le livre blanc débouche sur des recommandations. Mais les recommandations issues des 2 jours de travaux. Justement, à propos des recommandations, c'est quoi les prochaines étapes pour assurer sa mise en œuvre, enfin la mise en œuvre des recommandations? Alors, il y a des recommandations très importantes adressées à l'État, donc au secteur public, aux autorités politiques, les décideurs, des recommandations adressées au secteur privé, aux entreprises, aux partenaires techniques et financiers, des recommandations adressées aux jeunes, des recommandations adressées, je dirais, aux parents, tous les secteurs d'activité, ou même aux institutions de formation. Alors, les prochaines étapes, c'est clair que il faut que les acteurs s'asseyent pour analyser la mise en œuvre des recommandations. Pour que ces recommandations si pertinentes, si riches, qui doivent nous permettre de basculer dans une ère de, je dirais, liée à une formation technique et professionnelle qui ramène la productivité du travail réellement et qui nous conduit vers le développement. Pour ne pas qu'on rate cette étape, il faut s'asseoir et mettre en place ce qu'il faut. Et nous l'avons dit, la GFOP se présente comme une institution qui, au sein du ministère de l'Enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage avec tous les autres acteurs, mais en même temps avec les acteurs du secteur privé, les acteurs de la société civile, les acteurs, je dirais, des partenaires techniques et financiers et autres, et les institutions de formation, tous ces acteurs ensemble doivent porter maintenant l'attention sur la mise en œuvre. La mise en œuvre, changement des curricula, partenariat, secteur privé, secteur public plus renforcé, financement innovant, secteur privé qui demande des incitations pour y aller. Financement pour aider les jeunes qui ont besoin de financement de leur projet, mais qui ont même besoin de financement pour se former et qui pourraient rembourser des prêts pour la formation par la suite. Donc, il faut mettre en œuvre. Il faut mettre en œuvre par exemple, comment le secteur privé entend en interne aussi renforcer les compétences. Comment on prend en compte la question de l'intelligence artificielle. Et il y a au sein de l'ONU-10, ça a été dit, il y a déjà une institution une organisation qui est en train de prendre en compte. Mais comment on vulgarise? Un élément important, et on a mis l'accent là-dessus, c'est au niveau des collectivités territoriales. D'accord. Comment nous vulgarisons suffisamment? Comment nous développons suffisamment cette formation technique et professionnelle dans les collectivités territoriales liées à leur potentialité. En effet, il y a le chef de cabinet de la présidence qui en parlait. Effectivement. Il faut que les présidents des conseils régionaux puissent s'investir dans le cadre de la formation professionnelle des jeunes des différentes régions. Et c'est quelque chose que vous appuyez également. Bien sûr. Mais vous savez, les potentialités des régions ou des communes ne sont pas les mêmes d'une région à une autre, d'une commune à une autre. Donc, il faut pouvoir développer en interne quelles sont vos potentialités? Quels sont les défis à votre niveau? Alors, qu'est-ce que vous mettez en place pour développer le capital humain nécessaire à l'attractivité des entreprises dans votre région? Et l'AGFOP est prête à accompagner chaque région. Et bien sûr, et là, c'est clair. Dans ce projet. C'est ce qui a été dit. C'est ce que la DG a signifié. Alors, l'AGFOP est prête à, bien sûr, aller dans ce sens, accompagner les collectivités territoriales pour développer des capacités ou mettre en œuvre des structures ou des offres de formation technique et professionnelle qui permettront aux jeunes de rester en place, de trouver des emplois, d'être productifs, d'avoir des revenus plus importants ou de développer des entreprises. Alors, Monsieur Aoulé, le temps, il est donné, mais nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. On va vous permettre de lancer un message justement à l'ensemble des entreprises, des jeunes, des collectivités territoriales avant de clore notre échange. Mais le défi et où je dirais même aujourd'hui, la contrainte est que si nous continuons à nous former de la même manière, si nous continuons à mettre l'accent sur l'enseignement général, sur les compétences générales, nous ne pourrons pas décoller rapidement. Alors, cela s'impose à nous dans le monde d'aujourd'hui, en perpétuelle mutation, d'aller vers la formation technique et professionnelle pour produire des compétences nécessaires aux entreprises de tous les secteurs d'activité. C'est indéniable. Et produire des compétences capables également
de suivre le rythme et je dirais, d'investir dans l'entrepreneuriat. Donc, d'être des gens qui peuvent être des entrepreneurs pour la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Alors, ce forum nous a donné le cap de réflexion et les éléments nécessaires à nous de saisir l'opportunité et d'aller de l'avant. Sinon, si nous ne le faisons pas, nous ratons un grand cap. Merci, Monsieur Aouri. Je rappelle à l'ensemble de nos téléspectateurs que vous êtes bel et bien le président du comité scientifique du FIMEC. Le FIMEC qui n'est rien d'autre que le Forum international des métiers et des compétences, qui en était à sa première édition au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan durant les 10 et 11 février 2025. Cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.